La deuxième grande famille de formations superficielles et de géomorphologie associée aux dépôts de type alluvion, ce sont les terrasses alluviales. Alors qu'est-ce que c'est une terrasse alluviale? Une terrasse alluviale, c'est un replat qui est situé sur un ou plusieurs versants d'une vallée, à une altitude supérieure au cours d'eau actif de la rivière et qui représente un témoin préservé d'un ancien lit de ce cours d'eau. Alors on va voir des exemples de terrasses alluviales, en voici quelques-uns. Vous avez ici une rivière en tresse de la vallée de la Jinguru au Tian Shan en Chine. Et on voit que de part et d'autre de la vallée, on voit un certain nombre de replats qui sont pointés ici par les traits noirs. Et ces replats sont à des altitudes supérieures par rapport au fond de la vallée, des altitudes qui sont trop importantes pour correspondre aux plaines d'inondation. Donc on peut se poser la question de l'origine de ces replats. Lorsqu'on regarde plus en détail ces replats, on s'aperçoit pour certains qu'il y a une morphologie entresque préservée. Là, je suis en train de vous souligner un certain nombre d'anciens chenaux qu'on arrive à voir encore. Donc on voit bien la morphologie en tresse typique du genre de rivière qu'on a dans ce coin-là, comme on a dans la rivière active que vous avez ici en bas à droite. On retrouve la même morphologie entre ce qu'on voit sur ce replat qui est à 50 ou 100 mètres au-dessus de la rivière actuelle. Donc il s'agit bien d'un ancien lit de rivière, il s'agit bien d'une terrasse alluviale. Alors comment se forment les terrasses alluviales? Le mécanisme de formation est expliqué par ce schéma. Les terrasses alluviales se forment par des successions de phases d'accumulation et d'incision. On distingue deux grandes familles de terrasses, les terrasses qu'on appelle d'abration, ou en anglais strate terrace. Vous trouverez également dans la littérature, notamment dans les livres de géographie ou d'anciens livres, la dénomination de terrasse étagée, mais maintenant on parle plutôt de terrasses de type abrasion. Donc ça, c'est la première grande famille de terrasses. Et la deuxième grande famille de terrasses, c'est les terrasses qu'on appelle de remplissage, ou en anglais fill cut terraces. Et dans l'ancienne terminologie, on parle de terrasses emboîtées. Donc qu'est-ce qui fait la distinction entre les deux? C'est le rapport entre phase d'accumulation et phase d'incision. Dans les terrasses d'arbration, vous avez une dominance de l'incision par rapport à l'accumulation, ce qui fait que la rivière creuse au-delà de ses propres sédiments et atteint le substratum rocheux. Dans le cas des terrasses de remplissage, vous avez une première phase de remplissage importante qui permet le dépôt de beaucoup de sédiments et postérieurement, les phases d'incision ne sont jamais suffisantes pour que la rivière incise suffisamment pour atteindre le substratum rocheux. On va voir des exemples de l'un et l'autre. Donc tout d'abord des terrasses d'abrasion, en voici quelques exemples. Donc vous voyez encore une fois des très beaux replats, on en a plusieurs, je vais vous les souligner en rouge. On en a un premier ici, un deuxième ici, un troisième là, et on est à des altitudes qui sont bien trop importantes pour être des plaines d'inondation. Ces replats ont des traces d'anciens chenaux, si on regardait, si je vous montrais les images satellites de ces replats. Donc il s'agit bien de terrasses alluviales. Et on voit sous ces replats une première zone grise que je souligne ici en bleu à chaque fois, qui correspond à la même couleur qu'on voit dans le fond de la rivière active et qui correspond aux alluvions de la rivière. Et en dessous de ces dépôts bleus, eh bien, on a des strates que je souligne là également, qui sont inclinées, basculées par des processus tectoniques. Et donc, on a bien la rivière qui a incisé jusqu'au substratum qui est sous les alluvions. On a donc ici des terrasses d'abrasion, des strates terrasses, ou ce qu'on appelle des terrasses étagées dans l'ancienne terminologie. Cette figure résume ce que je viens de vous dire, avec la présence des plusieurs niveaux de terrasses qui sont marqués T3, T5, T pour terrasse. En dessous, on a les alluvions en gris, et sous ces alluvions, on voit les différentes couches sédimentaires plus anciennes qui sont basculées et soulignées en jaune. Vous avez une échelle ici qui vous donne des ordres de grandeur de l'altitude de ces surfaces plates de ces terrasses. L'autre type de terrasse, eh bien, c'est ce qu'on a dit, ce sont les terrasses de remplissage ou les fill cut terrasses. Voici des exemples pris au Cap-Vert.
Donc on voit encore une fois des grands replats que je souligne ici en rouge, un peu partout ici. Voilà, des grands replats. Et en fait, donc replat qu'on a ici également là. Et donc quand on regarde plus en détail ce qui constitue ces replats, ce qu'il y a sous ces replats, bah, vous voyez que vous avez toujours le même matériel qui est stratifié horizontalement. Si vous aviez la chance d'être sur le terrain, bah, vous verriez que ce matériel, c'est la même chose que ce qu'il y a au fond de la rivière. Il s'agit d'alluvions. Donc là, la rivière, elle n'a pas atteint un substratum dessous, elle a incisé uniquement dans ses alluvions. On a ici donc des terrasses de type remplissage. Alors, comment se forment les terrasses plus en détail? Quel est le moteur des variations d'incision et d'accumulation? Alors, il y a plusieurs sources potentielles. La première, c'est de faire varier le niveau de base de la terrasse. Alors, qu'est-ce que c'est le niveau de base? C'est l'altitude de l'exutoire de votre système fluviatile. Et donc, c'est lui qui détermine l'équilibre de votre profil de rivière. Vous avez ici un profil typique de rivière avec l'altitude en fonction de la distance, depuis la source vers donc, le bassin et donc vers le niveau de l'exutoire. Et donc un profil de rivière suit cette forme un peu typique en exponentielle. Et donc si vous perturbez ce profil-là par un changement de niveau de base, si pour une raison ou une autre, on va discuter de la raison, si pour une raison ou une autre, votre niveau de base change, par exemple diminue, eh bien votre profil de rivière n'est plus en équilibre et vous allez générer une incision importante et donc abandonner un certain nombre de terrasses, d'anciens lits de rivière. Ensuite, donc, le lit de rivière va trouver un deuxième état d'équilibre et va se stabiliser correspondant au niveau de base. Alors pour votre culture personnelle, ce genre de processus a eu lieu notamment en Méditerranée lors de ce qu'on appelle la crise messinienne. Vous avez eu une fermeture du détroit de Gibraltar et donc la mer Méditerranée s'est trouvée en système fermé avec un bilan hydrique négatif, c'est-à-dire qu'on apportait moins d'eau que ce qu'on évaporait. En conséquence, le niveau de base a chuté très très rapidement, plusieurs kilomètres en quelques dizaines de milliers d'années. Et donc vos rivières, elles ont dû inciser énormément pour rattraper le niveau de base. Ce qui a généré des canyons très importants. Et par exemple, pour ce qui est du Rhône, on avait un canyon qui remontait de donc d'un ou 2 kilomètres de profondeur, qui est remonté depuis la Méditerranée jusqu'à quasiment Lyon. Depuis, ce canyon a été comblé par des sédiments, puisque la mer Méditerranée s'est rouverte, on a remis de l'eau, on a remis des sédiments, mais ayez bien conscience que sous la vallée du Rhône, en fait, vous avez un énorme canyon qui est caché. Et accessoirement, cette crise hydrique a généré le dépôt de sel très important dans la Méditerranée et qui sont très étudiés actuellement pour des pièges à des ressources gazières ou pétrolières. C'était une petite aparté pour votre culture personnelle. On va continuer sur le cours maintenant. Donc ce qu'on n'a pas discuté vraiment, c'est l'origine de ces changements de niveau de base. On a vu un exemple avec la mer Méditerranée, mais c'est un peu particulier. Il y a une origine tectonique avec la fermeture du détroit de Gibraltar. Mais d'une manière plus générale, le niveau de base, il peut changer suite au changement climatique et au niveau des océans qui sont contrôlés par la température et la quantité de glace qui est formée notamment au pôle. Je ne reviens pas sur les notions de cycle Milankovitch, c'est des choses que vous avez déjà vues, qu'on a déjà un peu abordées ensemble. Donc ces cycles de Milankovitch peuvent impliquer des variations du niveau de base par le changement du niveau des océans et donc impliquer des phases d'accumulation et d'incision des rivières. Ces cycles de Milankovitch peuvent aussi avoir une implication sur les variations de la charge sédimentaire au regard des variations de débit des rivières. Alors, c'est une hypothèse qui est historique, on va dire, qui a été la première pour expliquer la formation des terrasses alluviales. Elle était celle-ci. En période glaciaire, on a plutôt une température froide, pas mal d'humidité, une végétation qui est faiblement développée, donc des versants qui sont peu stabilisés.
On a donc une production de sédiments qui est assez importante au niveau des sources sur les versants. Et du coup, les rivières, elles ont une capacité de transport qui est globalement inférieure à la charge sédimentaire qui est amenée au système en amont. En conséquence, vous allez plutôt avoir des phases de sédimentation. En période interglaciaire, lorsqu'il fait plus chaud et plus sec, eh bien, votre végétation est plus développée. Vous allez stabiliser vos reliefs, vos pentes, vos versants, et votre capacité de transport va devenir bien supérieure à celle de la charge sédimentaire, puisque en amont, vous ne produisez beaucoup moins de sédiments. En conséquence, les rivières vont plutôt avoir une capacité à inciser. Donc le climat peut jouer un rôle non négligeable sur l'explication, la formation des terrasses alluviales par deux processus, changement du niveau de base et puis contrôle de la charge sédimentaire et du débit des rivières. L'autre processus qui peut expliquer la formation de terrasses alluviales, eh bien, c'est la tectonique, chose qu'on voit en TD. Donc certains d'entre vous vont commencer à le voir, d'autres vont le voir après ce cours. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez un exemple ici, avec une structure tectonique, une faille plate qui se connecte à une rampe et qui génère des reliefs. Ce relief est recoupé par une rivière. Et cette rivière, en fait, va vouloir maintenir un état d'équilibre, un profil d'équilibre, et va donc lutter par rapport à la création du relief qui est généré par la déformation, le raccourcissement au travers de cette structure. Donc si on a du raccourcissement au travers de cette structure, le relief va augmenter, c'est symbolisé par les flèches rouges que vous avez ici et ici. Et votre rivière eh bien, va vouloir adapter son lit pour rester dans son état d'équilibre. Elle va donc abandonner un ancien lit, ici schématisé par les petites surfaces vertes qui correspondent à des terrasses abandonnées. Si on continue la déformation, le raccourcissement va de nouveau générer des reliefs et notre rivière va vouloir toujours rester sur un profil d'équilibre et abandonner son lit pour continuer à avoir le même niveau de base en sortie. On va générer une deuxième famille de terrasses et donc on va avoir ce genre de morphologie très typique avec des surfaces qui font des espèces de dos de baleine au travers des structures que je suis en train de souligner ici et qui enregistre le soulèvement qu'on a eu au travers de la structure ici.